Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour le premier Casque et la plume de 2025, le format de débat du Collimateur, on se retrouve en comité restreint parce qu'il faut dire que deux des habituels participants, Elie Tenenbaum et Ulrike Frank, ont tous les deux été terrassés par la grippe et ont déclaré forfait au dernier moment. Voilà. On pense que ça a l'air particulièrement sévère cette année. En tout cas, ça l'est, on peut dire. Ils habitent à peu près dans le même coin de Paris, donc peut-être qu'il y a un cluster autour de chez eux. Mais voilà, on va donc faire ça à trois. Alors avec tout d'abord, comme d'habitude, Rim Momtaz, rédactrice en chef de Strategic Europe, la plateforme en ligne de la Fondation Carnegie. Bonjour Rim. Bonjour à tous. Et ensuite, de passage depuis le Danemark, qui aura rarement été aussi présent dans l'attention des milieux stratégiques occidentaux que ces dernières semaines, Olivier Schmid. Je peux signaler d'ailleurs que vous avez récemment changé de poste, que vous êtes désormais professeur au Collège militaire royal du Danemark. C'est comme ça qu'on dit, à peu près L'Académie de défense du Danemark, moi c'est ce que je dis. Mais la traduction n'est pas littérale. Celui-là. Donc, où j'imagine que l'essentiel du travail en ce moment, c'est de monter des plans de défense du Groenland depuis quelques semaines. Je suis dans l'Institut des opérations militaires, donc on en parle, oui. Voilà. Tu as bien choisi ton moment, je pense. C'est ça. Donc, bonjour Olivier. Bonjour. Donc vous avez encore le Danemark. Hein. Voilà, le Groenland. Pour l'instant. Alors, j'ai simplement dire qu'on peut profiter évidemment d'un passage d'Olivier par Paris, qui était prévu de longue date pour faire cette émission. C'est pour ça que c'était un peu difficile de la repousser à une date où Elie et Ulrike seraient sur pied. Voilà, c'est chagrinant, mais c'est comme ça. Pour une fois qu'Elie avait l'occasion de passer dans le podcast, c'était vraiment une super occasion, mais bon, voilà, tant pis. Et puis on va faire ça en plus petit comité. Peut-être que je participerai un peu plus que d'habitude pour compenser l'absence des deux autres, à qui on souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et aujourd'hui, pour parler donc d'un acteur on ne peut plus discret de la scène internationale, à savoir évidemment Donald Trump et son tonitruant début de mandat. Depuis 15 jours exactement, on m'aurait dit que ça faisait 15 mois ou 15 ans, je l'aurais cru. Hein. Alors on va pas tout faire par le menu, entre menaces sur le Groenland et le Panama, tensions et droits de douane avec le Canada et le Mexique et la Chine aussi, qui ont dû normalement entrer en vigueur au moment où on enregistre, donc lundi 3 février. À partir de maintenant, on va enregistrer les trucs du jour pour le lendemain quand on parle de lui, et encore vous allez voir qu'il va probablement faire une dinguerie dans la journée, voilà. Mais donc, il va s'agir aujourd'hui d'essayer de prendre un peu de distance et de donner une sorte de cadre de compréhension à tout ce qui se passe et à cette manière de faire de la politique internationale qui n'est sans doute pas nouvelle, même si on a probablement rarement eu autant d'attention captée par un acteur comme celui-ci du fait de l'environnement médiatique. Et pour ça, on va discuter d'un article, enfin autour d'un article, comme on le fait dans ce format, qui m'a énormément intéressé, sorti dans Foreign Affairs il y a 10 jours, de Rosanne McManus, qui est professeur à l'université de Penn State, intitulé « The Limits of the Madman Theory », donc les limites de la théorie de l'homme fou si on veut, mais appelons ça la Madman Theory, ça va être plus facile, qui travaille cette vieille théorie des relations internationales qui est connue au moins depuis Richard Nixon, cette idée qu'on gagne toujours à avoir l'air un peu cinglé sur la scène internationale parce que tout le monde se méfie et on peut gagner un certain nombre d'avantages. Alors je trouve ça très intéressant parce qu'il me semble que c'est à peu près le seul argument qu'on peut produire pour défendre la pratique politique de Donald Trump, et c'est d'ailleurs ce que fait par exemple son vice-président J.D. Vance, cité dans l'article, c'est le fait que non, il n'est pas fou ou débile, il est très malin, il fait seulement semblant. C'est pas forcément vrai qu'en relations internationales, rapporté à Donald Trump d'ailleurs. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet, plus que de psychanalyser Trump, ce qui est souvent moyennement productif, d'aborder des questions d'attitude et de perception mutuelle en relations internationales, et donc, dans le fond, de poser la question de comment on traite avec un acteur comme celui-ci. Alors, peut-être pour ouvrir, qu'est-ce que vous avez pensé de cet article et de cette approche de Trump et de sa Madman Theory? Je ne sais pas qui veut commencer. Olivier ? Je peux. Oui, effectivement. Alors, l'idée, je vais peut-être faire un petit détour théorique, puisque c'est une théorie, donc autant... Et que vous êtes l'universitaire et le professeur de sciences politiques. Ça allait me tomber dessus, de toute façon, donc voilà. C'est très bien. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, cette approche théorique s'inscrit dans les débats doctrinaux sur la stratégie nucléaire durant la guerre froide. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut crédibiliser le fait que notre dissuasion nucléaire est basée sur le fait qu'on dit aux gens qu'on accepte de se suicider, grosso modo, et comment est-ce qu'on peut les convaincre du fait qu'on est OK ou d'accord avec le fait qu'on va se suicider en cas d'échange nucléaire. Donc, dans le cas de la destruction mutuelle assurée, c'est donc on va vitrifier l'URSS, mais ils vont nous vitrifier, donc tout le monde sera mort, mais on va peut-être le faire quand même. Mais comment est-ce qu'on rend ça crédible ?
Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à dire oui, je vais te tuer, mais je serai mort aussi. C'est difficile à établir en termes de crédibilité. Et l'idée qui a été théorisée et tentée d'être mise en place par Nixon, mais aussi appuyée par Kissinger, c'est de faire semblant de passer pour un madman, donc un fou. Donc en fait, de créer un sentiment d'imprévisibilité, regardez, je suis imprévisible, donc quand je vous dis que je suis prêt à aller jusqu'au suicide, vous pouvez me croire parce que je suis imprévisible. Donc en fait, c'était pensé comme une manière de crédibiliser quelque chose qui est a priori peu crédible, qui est la volonté de se suicider dans le cadre d'un échange nucléaire. Alors, ça a été tenté d'être théorisé et mis en pratique par Nixon, notamment dans ses relations avec les Vietnamiens, les Nord-Vietnamiens, durant la guerre du Vietnam, avec, et c'est expliqué dans l'article, en réalité, peu de succès. Pourquoi ? Parce que la guerre du Vietnam a été un succès éclatant pour les États-Unis, donc pour les vraiment la États-Unis, Madman Theory, ça marche nickel. Et ce que rappelle d'ailleurs très bien l'auteur de l'article, c'est qu'il y a une littérature scientifique sur le sujet qui a effectivement tenté de tester empiriquement si la Madman Theory fonctionne en termes de coercition, c'est-à-dire si on obtient des concessions de l'adversaire en se comportant comme un madman. Et la réponse est non. En général, c'est très compliqué d'obtenir des concessions. Pourquoi ? Parce que le principe de la coercition, c'est de dire « je veux que vous changiez de comportement et je vais vous faire mal jusqu'au moment où vous changez de comportement ». Sauf que derrière cet aspect-là, il y a un côté que non seulement il faut envoyer des menaces, si vous ne changez pas, je vous fais mal, mais il faut envoyer des assurances qui sont « si vous changez, dans ce cas-là, je vais arrêter de vous faire mal ». Mais ça, c'est très compliqué d'envoyer des assurances quand on est déjà en train de faire mal à quelqu'un. Et le problème de la Madman Theory, c'est que ça empêche de crédibiliser les assurances de si vous changez de comportement, je vais arrêter de vous faire mal. Parce qu'on peut toujours dire « ah oui, mais en fait, il se comporte comme un fou, donc c'est imprévisible, donc j'ai aucune incitation à lui faire confiance, j'ai aucune incitation à le croire, donc je vais pas te changer de comportement parce que de toute façon il va me faire mal et si j'arrête il va continuer à me faire mal. Donc j'ai aucun moyen de m'assurer que mon changement de comportement aura un gain pour moi qui est d'arrêter l'imposition de coups. Et c'est donc tout le problème théorique qui a été démontré empiriquement de nombreuses fois. La Madman Theory, en termes d'utilisation de la coercition, ça rend les choses très compliquées parce qu'on ne peut pas envoyer des assurances crédibles. Et c'est d'ailleurs l'un des arguments de l'article qu'au final ça marche pas très bien, et c'est vrai, la littérature scientifique l'appuie. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne synthèse de ce qu'on sait du sujet. Par contre, moi j'avais plus une difficulté avec en fait l'hypothèse fondamentale de l'article qui est que ce que fait Trump et son équipe en ce moment est peut-être pas théorisé, mais une forme de mise en pratique consciente de cette approche. Je ne pense pas que ce soit une mise en pratique consciente de cette approche. Je pense que c'est au contraire une approche très idéologique qui consiste à faire une espèce de coup d'État interne aux États-Unis en transformant fondamentalement le fonctionnement de l'État fédéral. Et ce n'est pas une Madman Theory où on prétend qu'on est fou pour obtenir des concessions de l'adversaire. C'est un véritable programme idéologique de transformation du fonctionnement de l'État américain et du fonctionnement de sa politique étrangère. Donc on n'est pas dans le bluff, je pense qu'on est dans une volonté délibérée de modifier profondément le caractère même de l'État américain. Rim, peut-être ? Oui, alors ça me rassure parce que moi je suis d'accord que je ne suis pas d'accord avec l'hypothèse et la thèse centrale de cet article, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je pense que Trump n'est pas un madman et il n'est pas imprévisible et donc les deux ne s'appliquent pas à lui. En fait, je trouve que quand les gens décrivent Trump comme une personne imprévisible, c'est plutôt de la paresse intellectuelle, pour tout vous dire. Parce que, en fait, il suffit d'écouter Trump, et j'admets que ça peut être difficile, parce qu'il ne fait pas nécessairement des phrases complètes, parce qu'il saute du coq à l'âne, parce que tout ce que vous voulez, enfin, c'est déstabilisant d'écouter Trump. Mais quand on prend la peine de l'écouter, on peut définir les contours de son approche, soit à la politique intérieure des États-Unis, soit même à la politique étrangère. Et pour Trump, quand il dit « Make America Great Again » et « America First », il veut aussi dire « America Alone », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un président des États-Unis qui a été élu pour la seconde fois et
pour la première fois, cette fois-ci, avec le soutien populaire de la majorité de la population, même si ce n'est pas une majorité écrasante, c'est un président qui ne croit pas fondamentalement en des alliances. On a un président des États-Unis qui ne croit plus que les États-Unis doivent avoir des alliés. Donc ça, c'est un vrai changement pour les alliés. Mais c'est clair que c'est pas un truc imprévisible. C'est comme ça qu'il voit les choses. Il ne voit que des compétiteurs, des adversaires, des ennemis, ou bien des pays qui lui font ni chaud ni froid et donc il s'en fout. Okay ? Ça, c'est un. 2, il est obsédé par cette histoire du pouvoir d'achat aux États-Unis parce qu'il a compris, et ça c'est une chose pour laquelle il a un vrai talent, c'est sentir le sentiment profond de l'Amérique profonde, de l'Américain lambda. Et sur ça, il a compris que l'inflation et les prix qui augmentent, c'est un vrai problème pour une grosse partie de son électorat. Après, il y a des trucs qu'il n'a pas bien compris au milieu parce que les droits de douane derrière... Ça c'est intéressant, parce peut-être qu'il n'a pas encore compris que les droits de douane en fait vont se répercuter sur les prix dans les magasins et donc sur son électorat. Il faudra en parler. Mais ça, c'est un deuxième pilier de son approche. Troisièmement, il veut que les États-Unis redeviennent, comme lui dit, winners. Donc les États-Unis doivent être les gagnants. Et il voit le monde comme un jeu à somme nulle entre perdants et gagnants. Et il veut pas que les États-Unis soient le dindon de la farce, en gros. Et il pense que ça fait trop longtemps que les alliés, mais aussi les adversaires, abusent des États-Unis et vivent aux dépens des États-Unis. Et il veut arrêter ça. Et finalement, il dit toujours qu'il veut pas s'engager dans de nouvelles guerre. Donc, en fait, une fois qu'on a posé ce cadre, on peut prédire beaucoup de choses. Et ça peut permettre d'ailleurs aux décideurs et aux analystes européens de commencer à réfléchir à quelle sorte d'offres et de propositions il faudrait faire à Trump, comment lui parler pour s'en sortir et renégocier les termes de cette alliance pour la transformer en quelque chose qui pourrait fonctionner pour les deux parties, au moins pour les 4 prochaines années. Et oui, c'est là que c'est intéressant, parce qu'effectivement, il raconte tout et son contraire. C'est-à-dire, là, les principes que vous venez d'ériger, en fait, ça implique déjà de faire une grosse discrimination dans ce qu'il raconte pour faire coller, parce que dans ce qu'il raconte, oui, il ne veut pas de nouvelle guerre, en même temps, sur le premier coup, il a promis de globalement ensevelir la Corée du Nord sous un déluge de feu. Et en même temps, il ne l'a pas fait. Et en même temps, il a commandé des frappes sur l'Iran. Et en même temps, il les a annulées. Donc en fait, il y a 2 attitudes analytiques par rapport à ça. C'est soit... Mais que la Madman théorie concilie, en fait, permet d'avoir... C'est soit de dire, en fait, c'est madness. Tout est contradictoire parce que c'est le bordel dans sa tête. Soit... cette madness, soit il y a un grand plan derrière et il faut éliminer en quelque sorte les choses qui ne rentrent pas dans ce plan. Il peut y avoir des écrans de fumée, mais il y a un grand plan derrière. Et en fait, c'est tellement contradictoire qu'il faut avoir une position de principe sur est-ce que c'est vraiment contradictoire parce qu'il pense vraiment ce qu'il dit ou est-ce qu'il y a une colonne vertébrale un peu derrière. Mais il y a une troisième option dans les exemples que vous donnez, c'est qu'en fait, il a été mauvais négociateur dans le monde du business et il applique la mauvaise pratique de négociation dans le monde des affaires étrangères. Et en fait, c'est pas un madman, c'est juste qu'il n'a pas compris comment manier le rapport de force et il est d'autant plus bourrin parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste un développeur qui a hérité des millions, qui vient de Queens et qui veut s'imposer à Manhattan. Aujourd'hui, c'est le président des États-Unis, donc il arrive avec une force de frappe qui est beaucoup plus considérable et donc c'est très bourrin comment il s'y prend. Et une légitimité politique, par ailleurs, indéniable. Ce qui est hyper important parce que rappelons que c'est quand même une démocratie les États-Unis, donc il y a des contre-pouvoirs, notamment le pouvoir du Congrès. Oui, pour l'instant, merci. Qui est de son côté aujourd'hui. Oui, mais le pouvoir du Congrès, y compris 52 sénateurs républicains, qui ne sont pas des dangereux révolutionnaires. Qui ne sont pas tous des fous. Qui ne sont pas tous des fous, mais qui sont quand même des grands notables, etc. Et pourquoi est-ce que là, ils font rien? Ils font rien parce que Trump a une vraie onction démocratique, comme il n'en a jamais eu, et que, mine de rien, si on essaye d'analyser le truc, c'est le seul truc qui fait que des gens qui détestent tout idéologiquement de Trump le suivent, logiquement, c'est parce qu'il a un crédit
qui ait un crédit populaire. Je ne pense pas que ce soit que ça. Je pense que ce sont aussi des gens qui ont progressivement peur. La manière dont on le sait, depuis la tentative de coup d'État du 6 janvier, il voit le monde seulement en termes de loyauté, en termes de gens qui lui sont restés fidèles ou de gens qui ont tenté de le contrer. Et ce qu'on est en train de voir en ce moment même, ce week-end même, où les équipes de Elon Musk sont, de manière tout à fait illégale, sont allées prendre le contrôle des dispositifs de paiement de l'État américain et donc qui ont accès à des données confidentielles sans aucune autorisation du Congrès, sans avoir la moindre security clearance, donc accréditation de sécurité. C'est tout à fait illégal. Et signalons que si ça se déroule comme ça devrait se dérouler, il y a des gens qui devraient passer beaucoup de décennies dans un pénitencier fédéral dans cette affaire-là. Il n'est pas sûr que ce soit dont comme Elon ça Musk et tous les gens qui sont allés prendre le contrôle, sauf que les fonctionnaires qui s'y sont opposés ont été immédiatement mis sur le côté et renvoyés. Donc ce qu'on est en train de voir en direct, c'est la fragilité des dispositifs d'état de droit aux États-Unis, où à partir du moment où il y a des gens qui en fait décident de ne plus jouer selon les règles, en fait il y a peu de systèmes qui se mettent dans leur chemin en réalité. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet de vassalisation du parti républicain autour de la figure de Trump. Je pense qu'il y a des gens qui ont réellement peur de représailles et de vengeance. Et ça se voit dans l'attitude qu'il a vis-à-vis des gens qu'il considère comme des adversaires politiques. Prenons l'exemple du général Milley, donc l'ancien chef d'état-major des armées, dont ils se sont arrangés pour faire en sorte que tous son service de sécurité en réalité lui soit enlevé. Tout en même temps, ils ont passé 4 ou 5 jours sur Twitter à en faire une espèce de monstre qui a transformé les forces armées américaines en une espèce de grande fête woke sans aucune puissance de combat et ainsi de suite. Donc en fait, ils lui ont clairement collé une cible dans le dos. Et ça semble être le modus operandi en termes de représailles, de coller sur une cible dans le dos des gens qu'ils n'aiment pas pour que leurs supporters éventuellement agissent ou non, tout en enlevant les dispositifs de sécurité qui sont censés les protéger. Donc il y a un mécanisme de représailles qui est en train de se mettre en place. Ils disent qu'ils ne le font pas, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et je pense que de plus en plus de gens, en réalité, commencent à craindre pour leur propre sécurité. Ça s'était vu d'ailleurs après la tentative de coup d'État, où dans beaucoup d'États, les supporters de Trump faisaient de l'intimidation vis-à-vis, y compris d'élus républicains qui avaient refusé de certifier les mensonges. Les gens ont été intimidés. Alors juste, on ne va pas faire une émission d'analyse politique aux États-Unis parce que déjà, ce serait encore plus déprimant que ce qu'on est censé faire, mais par ailleurs, ça prendrait très longtemps. Mais en tout cas, on peut constater qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. En termes de politique internationale à Donald Trump, il a un crédit, visiblement tout le monde le suit. Ils sont en train de purger l'appareil diplomatique et l'appareil militaire, mais ils en ont le droit. Ça, pour le coup, dans le cadre d'un état de droit, ils sont dans leurs prérogatives, en plus dans un système américain où il y a toujours un gros turnover entre des administrations. Mais du coup, tout est permis. En termes, et il n'y a pas... Si on essaie de trouver de manière de... Il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir auquel on pourrait faire appel pour tempérer ce qu'il est en train de dire. Donc on est en quelque sorte prisonnier de l'imprévisibilité et des écarts, des contradictions de langage de Donald Trump auxquels il faut essayer de trouver du sens, mine de rien. Enfin, on est surtout... on est prisonnier de la puissance américaine qui écrase tout et de ses coups d'éclat à un moment où les contre-pouvoirs qui sont en fait très forts, dans l'abstrait et théoriquement aux États-Unis, beaucoup plus forts d'ailleurs qu'en France, tant qu'il y a deux vrais partis qui s'affrontent. Le problème aujourd'hui, en plus de tout ce qui vient d'être raconté, c'est que le Parti démocrate est complètement à genoux et a énormément de mal à exister. Ils sont encore en train de se chercher et donc tant qu'ils ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas trouvé un nouveau moyen d'exister politiquement. Effectivement, Trump n'a pas de contre-pouvoir. Il a la Chambre des représentants et le Sénat de son côté, il a aussi la Cour suprême de son côté et la Maison-Blanche. Il fait carton plein aujourd'hui, mais dans 2 ans, il y a des élections de midterms où les choses pourraient changer. Entre-temps,
La raison pour laquelle les Européens, les Canadiens, peut-être aussi les partenaires asiatiques, ils ne s'est pas encore trop, intéressés à eux, ils pourraient en faire les frais. Et pourquoi les Européens et les Canadiens font les frais aujourd'hui? C'est parce qu'ils font face au monstre de la puissance américaine et à leur propre faiblesse. Aujourd'hui, si les Européens si leur économie était encore au même niveau qu'elle était, de parité avec les États-Unis qu'elle l'était en 2008, les Européens ne seraient pas en train de trembler autant qu'ils tremblent aujourd'hui de manière préemptive en attendant ce qui va leur balancer dans la figure. Et je pense qu'on devrait plus se concentrer sur ça quand on est en Europe. Pourquoi est-ce que les Européens ont perdu autant de puissance et économique, mais évidemment militaire, et dans ce podcast, on a énormément discuté de ça. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour se reprendre en main, pour reconstruire leur puissance et en fait refonder, je vais revenir à cette idée qui, moi, me semble très importante, refonder cette alliance avec les États-Unis sur un pied de plus d'égalité. Je ne vais pas dire un pied d'égalité totale, mais aujourd'hui, c'est plus possible de continuer avec le rapport de force tellement déséquilibré. Enfin, il y aura une question intéressante à poser si ça continue comme ça et que les États-Unis est en train de devenir un État fasciste sur pour quelle raison être allié avec eux si ce n'est la simple intimidation vis-à-vis de la puissance. Mais juste pour revenir une seconde sur l'argument central, et qui est un argument assez théorique, mais pour me faire un peu l'avocat du diable, on pourrait dire que une certaine imprévisibilité, là, globalement on est dans une période d'imprévisibilité totale de Donald Trump, personne n'a aucune idée de ce qui va arriver. Pour être charitable avec ça, on pourrait dire, typiquement l'imprévisibilité vis-à-vis de certains alliés, ça n'est par exemple sur les dépenses de défense. Quel est le problème sur la dépense de défense au sein de l'OTAN sur le partage du fardeau? C'est que les États-Unis sont extrêmement prévisibles depuis un demi-siècle sur le fait qu'ils dépensent beaucoup et ils dépensent beaucoup pour tout le monde. Et tout le monde vit dessus depuis un demi-siècle. Et Donald Trump, dans son premier mandat, a crié, tempêté, rouspété, etc. Pas fait grand-chose, tout le monde a un peu augmenté, mais pas beaucoup. Il y a un argument à soutenir, si on est vraiment très charitable avec la Madman théorie, que un mec dont on ne sait vraiment pas s'il ne va pas quitter l'OTAN, peut-être que ça va amener un certain nombre de pays à agir de manière plus efficace que la simple coercition que manifestement, qui n'a pas fonctionné, la coercition. Ouais, mais l'hypothèse fondamentale, c'est que ça reste une tactique dans le cadre d'une stratégie générale les États-Unis et notamment l'administration Trump veulent maintenir le réseau d'alliances existant et veulent juste l'améliorer ou en tout cas éviter le déséquilibre. Encore une fois, je ne suis pas du tout convaincu que leur objectif ultime, ce soit le maintien de l'existant. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal avec l'article, parce que je ne pense pas que ce qu'on observe en ce moment, ce soit simplement une tactique pour améliorer le partage du fardeau au sein de l'OTAN. Je pense que c'est réellement une tentative idéologique de transformer ce qu'est le fonctionnement de l'État américain, en interne comme en externe. Et ça a été théorisé, on le sait, il y a tout un ensemble d'auteurs qui sont particulièrement populaires dans les cercles conservateurs en ce moment aux États-Unis. Certains ont théorisé le moment post-démocratique en expliquant que les États-Unis ne devaient plus en fait être une démocratie. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces débats depuis une dizaine d'années, notamment dans les cercles conservateurs où les gens utilisent un artifice sémantique pour dire que les États-Unis sont une république et pas une démocratie. Alors ça semble sémantique, mais ce sont des choses qui en fait ce sont des lectures et ce sont des auteurs qui ont irrigué toute une jeune génération de militants qui sont aujourd'hui dans les équipes autour des nouveaux ministères. Donc il y a un fond idéologique qui est complètement en train de changer. Et c'est ça aussi la leçon très importante pour les Européens, c'est que même sans Trump, ce fond et ce mouvement ne va pas disparaître. Il ne va pas y avoir un retour aux années 90, aux années 2000. Certains ont voulu croire que la période Biden serait une espèce de retour à la normale. Et Biden s'est présenté comme ça aussi en début de mandat, donc ça a contribué au maintien de l'illusion. Mais je crois qu'on est en train d'assister à une véritable transformation du rapport transatlantique.
Et simplement, je peux dire, c'est pas comme si c'était inédit, disons, dans la longue histoire américaine. Je peux signaler que pour ça, un très bon auteur qui est devenu depuis autre chose, c'est Benjamin Haddad, qui en avait fait un très bon bouquin en 2019 qui s'appelait Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, qui réinscrit. Alors après, on pense ce qu'on veut de son parcours politique depuis, mais à la base, c'était quand même un chercheur et un très bon chercheur sur ces questions-là. Et qui montrait bien que c'est une très très grande tradition, l'isolationnisme américain. C'est complètement consubstantiel à la politique étrangère américaine depuis le 19e siècle. C'est Andrew Jackson, il y en a plein. Et donc, Trump n'est rien en train d'inventer, il est simplement en train de redonner de la vigueur et le pouvoir à un courant de pensée en politique internationale qui était toujours là et qui a toujours été très présent aux États-Unis, même s'il était un peu dormant depuis quelques décennies. Moi, j'irais un peu plus loin, et d'ailleurs, je m'opposerai un peu à ce que vous étiez en train de dire sur l'imprévisibilité. Parce qu'en fait, je dirais même que c'est prévisible depuis le second mandat de Obama, avant l'arrivée de Trump 1, que les États-Unis voulaient que les Européens dépensent beaucoup plus sur leur défense. Obama le disait de manière plus polie, mais il le disait très clairement. Et il a appelé les Européens des free riders, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de très gentil non plus. Après, il ne l'a pas fait avec les sclandres de Trump, et il n'a pas menacé de quitter l'Alliance, comme Trump l'a fait pendant son premier mandat, mais c'est quelque chose qui a été consistant. Et l'administration Biden a continué de dire, il faut que vous continuiez de dépenser plus sur votre défense. Donc ça, pour moi, c'est pas imprévisible. La question des droits de douane, elle n'est pas imprévisible puisqu'il l'a dit en longueur et en largeur pendant toute la campagne présidentielle que lui, sa réponse à tout, parce qu'il pense que c'est un bâton magique, ce sont des droits de douane. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu des sondages qui ont été faits qui montrent qu'une grande partie de l'électorat qui a voté pour Trump ne comprend pas fondamentalement comment les droits de douane fonctionnent et ne comprend pas que c'est eux qui payent la note à la fin. Je ferme la parenthèse. Pas certain que lui-même comprenne. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Je ne suis pas certaine non plus que Trump comprenne totalement le processus économique des droits de douane. Donc mais là où c'est intéressant et où ça rejoint un peu la Madman Theory, c'est que pour être charitable, si on suppose qu'il a compris... C'est la 4e fois que vous dites charitable qu'on a commencé. C'est parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne cette position-là. On peut imaginer que c'est l'objectif final, c'est qu'il a compris, mais un peu comme pour un échange nucléaire, je me suicide, etc., que tout ça n'est fait que pour faire un rapport de force qui amène à des concessions de l'autre côté, sur ça, c'est vrai, sur les droits de douane, et que, certes, il est en train de se suicider avec les droits de douane, mais il pense que ça ne va pas durer très longtemps parce que ça va faire tellement mal à l'autre côté qu'il va obtenir des concessions et qu'à la fin, ce sera une négociation réussie. Oui, mais c'est ça. Mais c'est quoi les concessions qu'il demande ? Parce que c'est aussi ça le problème. Si on regarde ce qu'il demande du Canada ou ce qu'il demande du Mexique, c'est extrêmement vague. On ne sait pas, en réalité. Ou alors, ce sont des choses qui sont complètement impossibles à mettre en œuvre. Je veux dire, la transformation de l'État mexicain en État cartélo, narco, trafiquant, elle est réelle. C'est pas la présidente mexicaine qui, du jour au lendemain, va désencastrer les cartels du fonctionnement de l'État mexicain. Et c'est pas des tarifs qui vont faire en sorte que, d'un seul coup, elle va vouloir agir de manière magique et que ça va transformer le fonctionnement de l'État mexicain. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai des doutes sur le fait que ce soit une tactique. C'est que, normalement, si c'était une tactique, il devrait y avoir des objectifs et des demandes explicites et claires. Elles sont vagues, très souvent, à part gagner de nouveau, être ascendant, dominant, tout ça. Donc, elles sont vagues. Ça veut dire que si elles sont vagues, on peut très difficilement les mettre en œuvre. Et elles sont vagues et ou irréalistes. Et je rajouterais 2 choses sur lesquelles vous étiez attardé au début de ce podcast. C'est que, il ne fait pas ça pour préserver l'Alliance, parce qu'en fait, il s'en fout de l'Alliance. Et il ne fait pas ça pour préserver, par exemple, NAFTA, qui est l'accord de libre-échange qui unit les États-Unis avec le Canada et le Mexique. Donc, ça, c'est important, parce que je pense que c'est une partie importante de ce que c'est la Madman Theory. Et, deuxièmement, il fait ça contre des partis qui sont des partis alliés, partenaires ou amis. Donc, il ne fait pas ça contre un adversaire. Et en fait, on a théorisé la Madman Theory
pendant la guerre froide, dans l'affrontement entre l'Occident et la Russie. L'URSS. L'URSS, c'était pas l'ami, c'était pas un partenaire et c'était certainement pas un allié. Et c'est là où on est dans un nouveau monde, qui est le monde de Trump. C'est pour ça que j'ai du mal à calquer des théories qui ont été écrites et élaborées dans un moment où, en fait, le monde était vraiment régi par beaucoup, beaucoup de règles, alors qu'aujourd'hui, on est dans un moment dans les relations internationales où il y a quasiment plus de règles. On est en train de tout réécrire. C'est pour ça que je reviens à cette idée de oui. Alors là où je pense que vous avez raison, Alexandre, c'est que il utilise les droits de douane comme en fait levier de pression pour extraire des compromis de la part donc aujourd'hui de ses partenaires. Manifestement, il l'a pas encore fait avec la Russie par exemple ou avec la Corée du Nord. Et même sur la Chine, il impose des droits de douane moins importants que sur le Canada et le Mexique, donc CQFD. Mais il utilise ça donc pour extraire des compromis, mais c'est ne pas comprendre comment négocier avec un partenaire. C'est comme quand il dit il veut le Groenland, et il n'a même pas essayé de passer par la case de appeler son amie, la première ministre danoise, qui est la première ministre d'un pays qui est très pro-américain, très transatlantiste, et lui dire est-ce que tu voudrais me donner un peu plus de facilité, ou même toutes les facilités que je veux. Et elle n'a même pas eu l'opportunité de dire non pour qu'il passe à la phase de je vais vous menacer d'occupation. Surtout, ce qui est fascinant, c'est que c'est là, mais parce que c'est incompréhensible, c'est qu'elle aurait jamais dit non. Enfin, les Danois, Olivier est mieux placé que nous pour le dire, mais les Danois sont incroyablement atlantistes. Ils auraient donné toutes les facilités. Enfin, si vous voulez mettre 4 bases de plus au Groenland, ils les auraient mis. Si vous voulez le pétrole, les terres rares, etc., ce serait passé extrêmement facilement. Donc Et c'est là, et c'est intéressant, c'est que cette Madman théorie, elle s'oppose à une autre approche qu'on a pour comprendre Donald Trump, qui est le transactionnalisme, qui est c'est un homme d'affaires, etc. Oui, mais, enfin, comment dire, manifestement, oui, alors, transactionnalisme, mais avec un homme d'affaires pourri. Parce que, manifestement, on comprend mal ce qu'il cherche dans ces trucs-là, puisque, exemple typique avec le Danemark, si vous voulez des gains nets sans contrepartie aucune, il les avait très facilement. Et au lieu de les prendre, il se met dans un rapport de force qui ne gagnera probablement pas, parce qu'à moins qu'il veuille envahir le Groenland, mais bon, c'est pas le truc le plus facile à faire de la Terre. On voit pas comment il va s'en sortir. Donc il y a deux approches différentes, mais c'est-à-dire le transactionnalisme, ça impliquerait qu'il y ait une logique qu'on voit pas. Pas nécessairement. Non, il y a une troisième explication, c'est la force. Ouais. C'est la fascination de la force, tout simplement. C'est un comportement purement impérial. C'est la manière dont l'URSS se comportait avec ses vassaux dans le cadre du pacte de Varsovie, où l'URSS décidait ce que les alliés nominaux faisaient dans le cadre du pacte de Varsovie. On a été habitué à une alliance asymétrique où il y a un grand pays et des petits pays, parce que la France est un petit pays, quoi qu'on en dise, au sein de l'alliance, avec un hégémone qui était très bienveillant, qui nous a jamais rien imposé. Grosso modo, effectivement, ils sont plus forts, donc ils avaient un pouvoir de définition. Juste, je vais rappeler, c'est dans la théorie des alliances, disons, et ça remonte vraiment à Thucydide, c'est l'idée que dans une alliance, et c'est plutôt repris par la littérature en sciences politiques, souvent dans les alliances, il y a un allié plus fort que les autres, et que les alliances qui fonctionnent comme ça, généralement, ont tendance à durer plus longtemps que les alliances entre égaux, parce que les alliances entre égaux se désagrègent, alors que quand il y a un hégémone, généralement, ça tient un peu le tout. Et au sein de l'OTAN, on avait un hégémone bienveillant qui n'a jamais envahi ses alliés, qui certes était plus fort, donc du coup avait gagné plus souvent ce qu'il voulait, mais qui n'a jamais utilisé la force. Peut-être que ce qu'on est en train de voir, c'est juste une transformation de la nature de l'OTAN en nouveau pacte de Varsovie, où on a l'allié principal qui ne s'embarrasse plus de la moindre considération de procédure, de respect de la souveraineté, et qui décide ce qu'il veut, quand il le veut, parce qu'il le peut. Et c'est là on en revient à ce que disait Rim. Il y a une telle asymétrie de puissance entre les États-Unis d'un côté, et je ne parle même pas des États européens individuellement, mais même collectivement l'Union européenne, qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses qui nous surprennent, mais qui révèlent le décrochage en réalité. Soit dit en passant, c'est un truc qui est très difficile pour les gens tels que vous, Olivier Schmitt, qui est taxé depuis des décennies d'atlantisme, etc. Non, mais c'est vrai. Dans une époque où on disait
post-guerre en Irak, post-guerre en Afghanistan, etc., où on présentait beaucoup en France, dans certains milieux, dans certains spectres du champ politique, tous les gens qui disaient l'OTAN c'est plutôt ok comme truc, ça marche bien, etc., comme une vassalisation totale à un pouvoir tyrannique et totalitaire, c'est paradoxal parce que ça ne l'était pas à l'époque. Là, on voit la différence. On voit quand les États-Unis décident d'utiliser réellement leur puissance. On voit la différence. Mais c'est pour ça que j'ai aucun complexe à dire que je pense que l'Union européenne n'est probablement pas obligée de le déclarer comme ça, mais implicitement, il faut qu'on rentre dans un état d'esprit où on doit considérer les États-Unis comme un adversaire potentiel. Pas militairement, mais en termes de compétition de puissance, où les États-Unis ne vont pas être là simplement comme des compétiteurs, ce qu'ils étaient jusque-là, et ce qui est légitime, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus, mais potentiellement comme un adversaire. Et là, on change de monde. Enfin, moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faut se préparer à la possibilité et l'éventualité de la fin de l'OTAN. Oui, tout à fait. De l'Alliance Atlantique. Et c'est intéressant parce que d'un côté, elle a été beaucoup décriée, cette alliance, surtout en France, depuis qu'elle existe. Et d'un autre, elle fait partie de ces totems, de ces piliers sacro-saints sans lesquels on ne peut plus penser et réfléchir le monde. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que c'est pas seulement les Trumpistes, mais il y a aux États-Unis, de manière bipartisane, un désir de se tourner vers l'Asie et de plus en plus de questions sur à quoi ça sert l'alliance avec les Européens. Je parle de l'alliance, évidemment, sécuritaire et de défense. Ceux qui sont pas super Trumpistes, ils comprennent toujours que la réalité, c'est que la puissance économique américaine, elle est consubstantiellement liée à la puissance et même pas la puissance, mais à la santé économique européenne. Sans des Européens qui sont de classe moyenne plus et qui peuvent acheter, consommer tout ce que les États-Unis produisent, que ce soit des services ou des produits, les États-Unis ne seraient pas aussi puissants qu'ils le sont. Donc ça, il faut quand même le faire valoir dans un nouveau rapport de force qu'il faut établir avec les États-Unis. Donc vous entendez le vocabulaire. Vous faites comprendre ça à qui s'ils ne sont même pas foutus de comprendre qu'ils payent des droits de douane? C'est ça. C'est-à-dire, s'ils ne sont même pas foutus de comprendre le 101 de la politique économique, comment vous pouvez faire comprendre le truc qui est... Alors après, on peut s'opposer là-dessus, mais qui est globalement la promesse du libéralisme économique depuis 2 siècles, et puis surtout depuis 70 ans, c'est-à-dire le fait que quand on échange, en fait, tout le monde y profite, et notamment les États-Unis, parce qu'ils ont jamais fait ça par bonté de cœur, rappelons-le. Oui, voilà. Mais en fait, on a 2 défis. On a ce défi que vous venez de très bien énoncer du côté américain, mais on a aussi un défi du côté européen qui est que la plupart sont encore dans une posture de l'autruche. C'est-à-dire ils ne veulent pas voir la réalité de l'évolution de leur grand allié. Et c'est intéressant parce que on parle de Biden, mais moi je ne sais pas si tout le monde a vécu la même administration Biden que moi. L'administration Biden, elle a commencé par un retrait d'Afghanistan qui en fait a complètement oublié de mettre dans la boucle les alliés européens qui étaient encore en Afghanistan avec eux, mettant en danger en l'occurrence les ressortissants de ces alliés européens. C'était une débâcle incroyable. Deuxièmement, ils ont fait AUKUS qui a juste coûté énormément à l'industrie navale française et en l'occurrence donc un des alliés les plus capables militairement des États-Unis. Et troisièmement, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, le Inflation Reduction Act qui lui a fait fi complètement de toute l'Europe. En se disant, les alliés européens, ils n'ont même pas figuré dans leur discussion et leur conceptualisation. Inflation Reduction Act, rappelons, c'est donc des mesures fiscales, mais extrêmement agressives pour rapatrier aux États-Unis toutes sortes d'activités, notamment en découplant tout. Et de transformer le modèle industriel. En séparant de la Chine, de l'appareil industriel chinois, c'était ça l'objectif, mais enfin bon, ça aurait été bien de penser aux Européens quelque part dans ce dispositif si on est toujours censé être donc même copains. Après 4 ans de Biden et de démocrates qui, au début de leur mandat, avaient parlé beaucoup du retour du multilatéralisme et compagnie, on se rend compte qu'en fait, eux aussi, ils s'étaient éloignés de leurs alliés. Donc, peut-être qu'il est temps que les Européens actent ça, sans le dire comme le disait Olivier. Ils n'ont pas besoin de l'articuler publiquement, mais entre eux, et commencent à se comporter sur cette base. Alors après, ça pose une
question d'attitude d'une manière générale, c'est comment est-ce qu'on appréhende ce qu'il est vraiment en train de faire. Parce qu'il y a un truc qui se dit beaucoup aux États-Unis en ce moment, puisqu'ils sont quand même en train d'essayer de réapprendre à vivre avec Donald Trump, c'est il faut réagir à ce qu'il fait, pas à ce qu'il dit. Ce qui est plutôt un bon principe en théorie, et en même temps, c'est difficile de ne pas considérer que ce qu'il dit sont des actes forts, notamment la politique internationale, ça marche quand même comme ça, dans une large mesure, à moins de se faire la guerre, c'est quand même souvent comme ça que c'est le principal levier d'action. Donc voilà, la question c'est comment, est-ce que déjà il y a des points de pression possibles, est-ce que déjà il y a des leviers qui sont atteignables, et si oui, quand est-ce qu'on les active? Est-ce que quand il y a 2 jours, il dit « Ah bah oui, je vais mettre des droits de douane sur l'Union européenne ». Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on se met à monter le ton? Est-ce qu'on se met à préparer des droits de douane sur les États-Unis? Ou est-ce qu'on attend qu'il le fasse? Il y a un vrai truc parce qu'il y a aussi, puisqu'on arrive avec cette grammaire et ce vocabulaire-là, on arrive aussi dans une question d'escalade vis-à-vis du grand allié historique que sont les États-Unis, quoi. Oui, mais moi je pense que ce sont des choses qu'il faut communiquer, parce que Rim me corrigera peut-être, mais j'ai quand même l'impression que cette administration réagit beaucoup à la démonstration de signaux de force et de signaux de puissance, et que l'idée de immédiatement adopter une posture conciliante, non seulement ça les agace, mais en réalité ils ont tendance à le mépriser. Par parenthèse, c'est exactement la même manière que les Russes réagissent. Ils ont tendance à mépriser les signaux de conciliation et ils réagissent surtout aux signaux de force. Donc, j'allais dire, vous êtes bien placé, parce que s'il y a bien des gens qui ont fait des signaux de conciliation, c'est le Danemark depuis quelques semaines. Pas tant que ça, parce que la discussion entre Mette Frederiksen et Donald Trump a été particulièrement vive, avec une position très nette du gouvernement en disant le Groenland n'est pas à vendre et c'est même pas un sujet de discussion. Par contre, le lendemain, le ministère des Affaires étrangères danois a organisé une réunion pour les principales entreprises danoises qui sont exposés en réalité au marché américain. Donc on parle de Ørsted pour les éoliennes, on parle de Novo Nordisk pour tout ce qui est des médicaments, ce qui est Novo Nordisk, donc qui est en fait la compagnie la plus profitable au monde en ce moment. On parle de Velux, on parle de tout un ensemble de compagnies, en leur disant le gouvernement américain est sérieux dans leurs menaces, nous sommes aussi sérieux sur le fait de ne pas céder, donc il faut s'attendre à des tarifs qui vont être appliqués principalement sur le Danemark dans les prochaines semaines. Donc très clairement, ils sont dans l'idée de dire on va communiquer là-dessus. Je vais me permettre d'insister, c'est juste quand Donald Trump a commencé à faire des déclarations, on attendait beaucoup des réactions, notamment venues d'Europe, notamment autour de von der Leyen, de la Commission européenne, etc. Et ça, elles ne sont pas venues, et on peut le dire, c'est un secret de polichinelle que c'est les Danois qui ne voulaient pas du tout que qui que ce soit monte le ton contre les États-Unis, sans doute avec l'idée que ça allait peut-être passer encore une fois, ou peut-être pas, ou peut-être qu'ils voulaient garder la main. Mais en tout cas, dont ont eu peur les Danois, c'est qu'il n'y ait pas d'unité européenne sur la question. Et que ça explicite le fait que des pays comme la Hongrie, comme l'Italie, comme d'autres, ne soient pas sur une position commune sur ce sujet. Sachant que quand on parle de droit de douane et donc en fait de politique commerciale, c'est une compétence qui est communautaire. Donc c'est la Commission qui est censée s'en occuper, pas les États. Sauf que l'Union européenne a mis en place un instrument contre coercition économique il y a 2 ans. Et donc en théorie, si on peut démontrer que des mesures de rétorsion visent de manière illégitime un pays membre de l'Union européenne, automatiquement, la Commission applique des mesures de contre-coercition. Donc techniquement, c'est ce qui devrait se passer avec un arc autour de cette mesure qui est magnifique, parce qu'on peut signaler que c'est un dispositif qui a été pensé à l'époque. Mais non, mais qui a été pensé contre les États-Unis, qui a été appliqué contre la Chine, quand la Chine a sanctionné la Lituanie, je crois, et qui maintenant, full circle, revient contre les États-Unis. Mais à la base, ce dispositif avait quand même déjà été pensé, pour contrer la puissance mais la grande crainte du économique américaine. La grande crainte du gouvernement, c'était d'afficher les désunions européennes sur le sujet. Et je pense que là-dessus, ils ont raison. Je suis absolument pas sûr que la Hongrie ou l'Italie seraient sur la même ligne que les autres membres de l'Union européenne. Mais juste pour répondre à la question initiale que je trouve très intéressante, en fait, je vais faire mon américaine un peu. Moi, je pensais que seuls les Américains étaient susceptibles d'avoir peut-être
cru au mythe qui a été créé autour de Trump par NBC, le présentant comme un homme d'affaires redoutable, qui est un deal maker redoutable, et en fait, contre qui personne ne peut résister quand il s'agit d'un deal. La vérité, c'est que quand on regarde le parcours d'affaires de Trump, c'est pas un homme d'affaires redoutable. Il a fait faillite plusieurs fois. Il est arrivé avec une manne très importante de plusieurs millions que son père lui a donné et lui a fait hériter. Et donc, il faut déconstruire ce mythe. Aujourd'hui, évidemment, il arrive avec énormément de puissance parce que c'est les États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il est très bon en négociation. Donc, déjà, déconstruire ce mythe dans la tête des gens qui sont face à lui, ça pourrait aider énormément. Parce que j'ai l'impression, en écoutant les gens, essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ces menaces et compagnie contre les Européens ou les Mexicains ou les Canadiens, il pense qu'il a tout un plan machiavélique et il est sûr de son coup. Non, il fait beaucoup de bluff, Trump. Et donc, ça serait pas mal de se mettre à bluffer aussi et voir où on arrive. Ce qui m'amène à mon second... Le problème, c'est que tous les deux bluffs, c'est là qu'on arrive dans une escalade, en général. Et donc, ça me ramène à mon deuxième point, qui est qu'il est temps que les Européens, et je parle des peuples européens, et donc c'est la responsabilité des gouvernements, il est temps que les Européens comprennent que ça va faire mal. Ça va faire mal au début, ça va faire très mal. Et que c'est pas grave. Et qu'il faut souffrir, supporter ce coup, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Si, là, on ne serre pas les dents et on n'arrive pas à trouver un moyen pour établir un rapport de force différent, en fait, l'Europe est en perdition. Il faut comprendre ces termes. Je ne dramatise pas, mais c'est la vérité. Et je pense que malheureusement, parce que, comme l'expliquait Olivier, les États-Unis ont été en général un hégémon plutôt bienveillant, pas tout le temps, mais plutôt, les Européens n'ont jamais, je parle des peuples européens, n'ont jamais compris le prix réel de ce qu'ils avaient pendant 70 ans. Et là, la note est très salée. Donc, il faut accepter... Nommément la sécurité, et notamment la sécurité militaire et voire économique. La sécurité, mais aussi la prospérité, la stabilité qui fait que l'Europe a été aussi prospère. Et ça requiert un travail de communication stratégique au niveau des gouvernements qu'aucun gouvernement européen n'a la volonté aujourd'hui de faire en ce qui concerne l'allié américain. Et ça, c'est un vrai défi pour les Européens. Mais je pense que c'est un passage obligé. Un argument du genre, vous allez voir vos retraites si on a la guerre sur le sol européen un peu plus proche de nous, pas sûr qu'on réussisse à conserver la retraite par répartition. Olivier ? Oui, mais en fait, ce sont les termes du débat qui sont très clairs. C'est que, j'allais dire, les modèles socio-économiques européens, ils ont été bâtis sur trois choses. Ils ont été bâtis sur la protection américaine qui nous a éviter d'avoir à trop dépenser. Ils ont été bâtis sur un équilibre démographique très particulier qui faisait qu'on avait suffisamment d'actifs pour des retraités qui étaient beaucoup moins nombreux et mouraient plus jeunes, pour être tout à fait honnête. Et ils ont été bâtis sur une main-d'œuvre immigrée dont on attendait qu'elle reste en réalité vassalisée et ne crée pas de problème durant la période des 30 Glorieuses. Ces trois conditions, en fait, elles ont toutes disparu. La sécurité, les garanties de sécurité américaines, elles n'existent plus. Le modèle démographique sur lequel était bâtie la sécurité sociale et les retraites dans beaucoup de pays européens, il n'existe plus. Et les populations immigrées, vassalisées, en fait, on en est à la 3e ou la 4e génération, elles n'ont plus envie d'être juste d'une main-d'œuvre pas chère et à qui on demande de se taire. Puis on est clairement dans des situations de relations post-coloniales dans un ensemble de pays européens, évidemment en France pour les pays du Maghreb, en Allemagne avec la Turquie, au Royaume-Uni avec le sous-continent Inde-Pakistan. Toutes ces conditions, elles ont disparu. Donc on a besoin clairement de réinventer en réalité un modèle d'État social, pas de préserver l'existant parce qu'on ne peut pas le préserver, on a besoin de le transformer fondamentalement. Sauf que ce type de discours consiste pour n'importe quel responsable politique honnête de dire qu'il n'y a aucun moyen dans lequel on maintient nos niveaux de vie actuels.
Il n'y a pas de solution dans laquelle on maintient nos niveaux de vie actuels, parce qu'il va falloir qu'on dépense plus pour notre défense, parce qu'il va falloir qu'on travaille plus et plus longtemps pour à la fois relancer notre productivité et financer notre modèle social. Ou alors on deviendra une espèce de musée à ciel ouvert où les touristes américains et chinois viendront visiter l'Europe et une espèce de Disneyland à l'échelle du continent. L'enjeu, il est là. Mais dire ça pour n'importe quel responsable politique aujourd'hui, c'est équivalent à un suicide immédiat. On n'est jamais élu sur l'idée du sang et des larmes, je veux dire très, très clairement. Mais aujourd'hui, le débat, il est là. Mais quand on voit, ne serait-ce qu'en France, la question ne serait-ce que de réduire les montants des pensions, il y a un grand consensus transpartisan pour immédiatement dire, surtout, on ne touche pas aux retraités. Donc c'est impossible d'avoir cette discussion. Et simplement, une partie là, on a quasiment envisagé la Madman théorique que vis-à-vis des alliés. Enfin, des alliés. On a bien compris que maintenant c'est entre gros guillemets, mais voilà. Il y a quand même un argument, et c'est l'argument principal de la Madman théorie généralement, c'est vis-à-vis des adversaires, voire des ennemis. En l'espèce, faut voir, mais ce serait plutôt la Russie, voire la Chine. Voire la Corée du Nord, voire l'Iran, etc., etc. Là, et on voit, soit dit en passant, que Trump, et l'entourage Trump joue à fond là-dessus, vis-à-vis de la Russie, sur on ne sait pas ce qu'il va faire, si ça se trouve, il donne l'arme nucléaire aux Ukrainiens, ou si ça se trouve, il donne tout aux Ukrainiens parce qu'il ne faut pas trop le faire chier, et Poutine, il ne faut pas qu'il fasse trop le malin parce qu'il s'énerve, il n'est pas très stable, il s'énerve facilement. Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, je veux dire, Moscou a d'autres raisons de se frotter les mains à l'échelle de la séquence, mais qu'est-ce qu'on en pense, disons, de l'efficacité plus ou moins grande de cette attitude-là et de cette stratégie, en tout cas de communication, autour de la nouvelle administration Trump ? Je pense que, en fait, c'est plusieurs cas de figure. Je pense qu'avec Poutine ou avec la Russie, c'est pas du tout efficace parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de choix. Et de toute façon, j'imagine que les Russes sont déjà en train de planifier pour les 3 éventualités possibles. Il se couche totalement, il dit « je m'en fous des Ukrainiens, donc vous tracez votre ligne là où vous voulez, moi j'adoube et puis basta, j'arrête d'envoyer des armes aux Ukrainiens ». 2, il décide de faire un surge pour les Ukrainiens, il leur envoie des livraisons d'armes énormes et il les aide à vraiment contrer les Russes, je sais pas trop. Et 3, c'est un truc entre les deux où il brouille les pistes et puis il arrive à un compromis sur un cessez-le-feu. Donc il ne va pas déclencher une guerre nucléaire contre Poutine, parce qu'en fait, lui, il l'a dit clairement lors de son premier mandat. Il a dit, moi, je ne vais pas mettre en jeu New York pour Bucarest. Enfin, pour lui, l'équation n'existe même pas. D'ailleurs, c'est pour ça que même pendant son premier mandat, il y avait des chefs d'État et de gouvernement européens qui disaient en privé que l'article 5, donc la garantie de sécurité de l'Alliance, était en jeu, et on ne savait plus si l'article 5 était complètement crédible ou pas. Donc ça, c'est sur la Russie. Sur la Chine, j'avoue aussi qu'il a mal joué ses cartes, parce que à nouveau, il parle beaucoup des droits de douane, et en même temps, il dit que Taïwan, il n'est pas sûr de vouloir aller les défendre. Donc, les Chinois, je ne suis pas sûre de l'effet de surprise qui peut leur sortir. Bon, après, évidemment, il ne faut pas tenter le destin et on ne sait jamais ce qu'il peut décider. Par contre, avec l'Iran, si. C'est assez efficace ce qu'il est en train de faire parce que, et c'est pas sur la base de ses déclarations complètement agressives ou pas, c'est sur la base de ce qu'il a fait lors de son premier mandat. Quand il a pris la décision d'assassiner Qasem Soleimani, qui était le chef de la force Quds et donc en gros des forces spéciales des gardiens de la Révolution, il a hébété le système et le régime iranien qui ne pensaient pas qu'il prendrait ce risque. Et alors que tout le monde disait ça allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, rien ne s'est passé. Et au contraire, en fait, l'assassinat de Qasem Soleimani par Trump peut être lié directement au mauvais calcul sur le 7 octobre et depuis à la défaite stratégique qu'Israël a infligée à l'Iran et à son axe que l'Iran appelle l'axe de la résistance, qui n'est pas du tout un axe de la résistance, au Liban ou dans les territoires palestiniens ou en Irak. Donc sur ça, les Iraniens se disent, en fait, lui, il rigole pas et il n'a pas peur de nous faire un gros coup. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'envoyer des messages de plus en plus positifs sur une éventuelle négociation,
tout en continuant de travailler sur leurs bombes parce qu'ils veulent se donner des garanties. Donc, à nouveau, ça dépend de qui on parle et de quel adversaire on parle. Sur la Corée du Nord, j'avoue que c'est pas du tout mon domaine, donc je ne vais pas m'avancer. Non, mais bon, par ailleurs, effectivement, la bombe, oui, parce que face à un madman ou en tout cas à quelqu'un d'imprévisible, la seule chose qui reste, c'est les capacités fermes et la dissuasion, visiblement la dissuasion nucléaire. Mais il élaborait, en fait, les Iraniens carburent vers la bombe depuis le 7 octobre. Et c'est en fonction de la réaction israélienne. Et une autre chose, et là on revient aux Européens, ce qui a beaucoup joué avec les Iraniens, c'est quand en avril ils brisent le tabou historique et ils balancent des missiles de croisière contre Israël pour la première fois directement, et ils voient se mettre en branle un système de défense aérienne régional intégré par les États-Unis qui implique l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la France, le Royaume-Uni et Israël. Et en fait, les Iraniens se sont dit « Ah, tiens, ils n'ont pas fait ça pour les Ukrainiens. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? La Russie est une puissance nucléaire et nous, on n'est pas une puissance nucléaire. » Et ils se sont dit « Aujourd'hui, la seule garantie, c'est la puissance nucléaire. » Donc, c'est pas tant Trump, c'est plutôt Israël, sa puissance, la férocité de sa réaction au 7 octobre et ce qui s'est passé à travers l'administration Biden. Olivier ? Oui, non, je souscris. Je dirais juste à mon avis que la Chine s'est préparée à un deuxième mandat Trump. Ils ont certainement réfléchi aux options et surtout l'entourage de Xi Jinping a complètement consolidé son pouvoir en interne par rapport au premier mandat de Trump, où il a, à mon avis, plus de main libre et plus de marge de manœuvre autonome sur la réponse qu'il entend donner alors, par rapport au premier mandat. Et si effectivement les États-Unis imposent des droits de douane salés à l'Union européenne, je serai la Chine, j'offrirai un large deal commercial aux Européens qui en auront besoin pour écouler une partie de leur production. Et s'ils sont malins, c'est probablement ce qu'ils feront. Mais alors, peut-être dernière chose là-dessus, c'est que ça, comment dire, certes, tout ça part du président. Enfin, c'est pas facile à mettre en œuvre, quand même. Toutes les mesures, les droits de douane, etc. Ça demande un appareil d'État efficace, cohérent, avec une vision claire, une stratégie claire, et un personnel un peu qualifié pour mettre tout ça en place. Et c'est quand même la grande question qu'il y a derrière tout ça. Parce que même si Trump, il peut varier du jour au lendemain, etc., derrière, il faut un peu charbonner pour que tout ça ait une efficacité autre que verbale oratoire. Et ça, c'est quand même un peu le mystère, parce que certes, il est en train de remplir de plein de jeunes gens idéologisés. Enfin, c'est pas facile à faire, en fait. De mettre des droits de douane, déjà, c'est pas facile à faire. Non. De changer des alliances, c'est pas facile à faire, etc. Et ça, donc, se pose la question de dans quelle mesure est-ce qu'on pense qu'ils vont vraiment pouvoir mettre en place tout ça ? Parce que si tout est fait dans la panique, dans la précipitation, et si tout l'appareil d'État prend leur conseil de la journée en regardant Twitter, et encore dans le meilleur des cas quand c'est Donald Trump, quand c'est pas Elon Musk qui donne les ordres, parce que ça va être encore un autre bordel. Bon, je veux dire, il y a un vrai argument à faire que c'est tellement n'importe quoi qu'ils vont avoir de vrais problèmes à devenir vraiment efficaces. Oui, mais l'efficience, c'est pas l'efficacité. Dans le sens où ils peuvent être totalement inefficients et dysfonctionnels en termes de fonctionnement et toujours être capables d'atteindre leurs objectifs, y compris par exemple de contrôle administratif. C'est juste que ça coûtera infiniment plus cher que ce que ça aurait été dans un système efficient. On a des exemples historiques tout à fait nombreux et pertinents d'États autoritaires ou semi-autoritaires dont le fonctionnement de l'État est une compétition permanente entre les différents organes et qui quand même atteint leurs objectifs. Et d'ailleurs, une partie de la compétition entraîne elle-même l'évolution des politiques publiques. Pensons à l'Allemagne nazie, c'est un État qui est totalement dysfonctionnel en termes d'efficience, et ils ont quand même accompli un certain nombre de leurs objectifs. Pensons à l'URSS, qui est en État, ou à la Russie contemporaine, où la grande spécialité de l'État russe ou de l'État soviétique, c'est de dupliquer l'intégralité de ses fonctions, de mettre 2 agences ou 3 qui ont la même responsabilité et elles sont en concurrence les unes envers les autres. C'est tout à fait inefficient, mais ça fait quand même une partie du boulot. Donc il est possible qu'on voit émerger, encore une fois, une nouvelle forme d'appareil administratif qui sera beaucoup moins efficiente que ce qui était l'administration américaine, j'allais dire historique, c'est basé sur des fonctionnaires
qualifiés, compétents, qui font leur carrière. On va peut-être revoir une espèce de doublage permanent des fonctions d'exercice des fonctions de l'État. Ça ne les empêchera pas nécessairement, a priori, d'accomplir une partie de leurs objectifs. Ça coûtera plus cher, ça sera moins efficient. C'est pas forcément signe que ça sera moins efficace. Le sujet aux États-Unis, c'est que l'intendance va suivre jusqu'à un certain niveau, parce que le président américain, et avec le changement d'administration, il a beaucoup de possibilités de nommer des gens qui sont nommés politiquement. Donc en fait, prendre le dessus sur l'administration qui assure la continuité. Et ça, il a beaucoup plus l'opportunité de le faire aux États-Unis qu'en France, par exemple. Donc, le fameux spoil system, quoi, qu'Emmanuel Macron a essayé d'importer en France, mais ça n'a pas marché. Donc oui, ça va suivre jusqu'à un certain stade. Après, il va y avoir certaines résistances internes qui vont s'organiser. On l'a vu par exemple, un des premiers décrets qu'il a signé le jour de son investiture, qui voulait en gros annuler un des amendements de la Constitution américaine en ce qui concerne le droit du sol. Tout de suite, il y a eu une résistance qui s'est mise en branle. Et puis les tribunaux ont demandé un arrêt, une suspension du décret. Et ça a été mis en place très rapidement. Donc il y a encore... Ça marche tant qu'on est dans un état de droit. Mais... Bien sûr, voilà. Donc pour le moment, ça fonctionne. On va voir au cours des 4 prochaines années comment ça va se passer. Mais j'aimerais franchement terminer sur une note un peu, pas optimiste, mais juste donner des clés pour Pourtant, que... ce serait pas du luxe, là. Oui, voilà. Pour que nos auditeurs, qui sont plutôt européens, comprennent que, ils ont des leviers, que tout n'est pas perdu face aux États-Unis, que les États-Unis ont un vrai intérêt de sauver cette alliance dont ils bénéficient avec l'Europe. Il y a un papier que Olivier a écrit pour Carnegie, donc pour la plateforme que moi je gère il y a 1 mois et demi, où il raconte en fait comment, si les Américains vont trop loin avec les Européens pourraient n'avoir aucun autre choix que de se tourner vers la Chine. Et ça, c'est ce que les Américains veulent absolument éviter, parce que sur un des 5 buts ou des 4 buts que j'ai énumérés pour Trump, c'est de gagner face à la Chine. Et s'il envoie les Européens dans les bras des Chinois, mais il aura perdu. Donc les Européens ont de vrais leviers. Ça, c'est la grosse question. Et c'est là où les Européens doivent trouver leur unité, doivent s'organiser, délivrer des messages très clairs et faire valoir leurs leviers. J'ai écrit un papier la semaine dernière là-dessus où j'explique que, par exemple, 50% des exportations de gaz liquéfié, de gaz naturel liquéfié américaines sont importées par l'Europe, que l'Union européenne est le premier acteur d'investissement étranger direct aux États-Unis. Ça crée des millions d'emplois. Et, par exemple, les données, alors on sait que la tech américaine est complètement dominante, mais les données générées par les Européens est très précieuse pour la tech américaine et elle a une valeur en trillions de dollars. Donc les Européens ont des leviers, mais vous m'entendez dire les Européens, pas les Français, les Allemands, les Polonais, ça ne se fait plus à l'échelle de pays individuels européens, ils sont trop petits. Donc la seule échelle qui fait sens pour rétablir ce rapport constructif, mais aussi de force avec les Américains, c'est de travailler à l'échelle européenne. Donc, les messages des partis populistes d'extrême droite, par exemple, qui vous disent qu'il faut reprendre le contrôle de l'Union européenne, et l'Union européenne, c'est un problème et ça coûte de l'argent, en fait, l'Union européenne, c'est la seule chance que les Européens ont pour continuer d'exister en tant que puissance. Parti populiste d'extrême droite dont on sait, ou pas par ailleurs, que le premier truc que Donald Trump aurait demandé en arrivant au pouvoir, c'était comment faire pour les soutenir et pour soutenir divers partis européens qui pourraient appliquer un programme proche du sien, et c'est ce que Elon Musk est en train de s'appliquer à faire, en tout cas de commencer à faire, notamment avec l'AfD en Allemagne. Peut-être coup de cœur, coup de gueule, on a le temps, un chacun, je sais pas, Rim ?
commencer ? Moi, je vais commencer par mon coup de cœur. J'ai un double coup de cœur pour deux hommes politiques. Ça n'arrive pas souvent, mais aujourd'hui, je le dis de plein cœur. Donc, le premier, c'est Rasmus Jarlov, qui est, entre autres, c'est un parlementaire conservateur danois et c'est le porte-parole pour les affaires groenlandaises pour les conservateurs. Il faut vraiment le suivre sur X et sur tous les réseaux sociaux. Il est très chaud et la résistance, elle est là face aux menaces énoncées par Trump. Et évidemment, on ne peut pas ne pas citer le Premier ministre sortant canadien Justin Trudeau, qui a fait un discours vraiment très digne en réponse aux droits de douane que Trump a imposés. Et je pense qu'il montre la voie pour les Européens au cas où Trump met en œuvre sa menace d'imposer des droits de douane contre les Européens. Olivier ? Moi, j'ai un coup de cœur pour une étude de l'IFRI récemment publiée, je le dis d'autant plus librement que Ellie n'est pas là, donc, qui s'appelle « L'avenir de la supériorité aérienne, maîtriser le ciel en haute intensité » par le lieutenant-colonel Adrien Gormans et avec l'appui de Jean-Christophe Noël, qui est donc chercheur associé à l'IFRI. Et qui par parle, ailleurs, donc, ancien colonel de l'armée de l'air, colonel en retraite de l'armée de l'air. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est pas deux peintres en bâtiment, c'est deux pilotes de chasse. Ce sont deux pilotes, ouais. Et donc, il parle d'avenir de la supériorité aérienne. Et j'ai trouvé l'étude extrêmement bien construite en partant des grands principes stratégiques du contrôle du ciel, déclinant ça en enjeux opérationnels contemporains et en finissant sur les problèmes capacitaires. Donc à partir de cette analyse à la fois théorique et pratique, en déclinant ce que ça pose comme problème capacitaire pour les armées françaises en termes notamment de trous capacitaires. Et j'ai particulièrement apprécié et trouvé courageux, je dois le dire, de mettre noir sur blanc dans le texte de l'étude ce que tout le monde sait à peu près, mais qui est que le Rafale a d'immenses difficultés à accomplir une mission de supériorité aérienne dès qu'il se retrouve face à des avions de 5e génération, donc notamment le F-35. Et j'ai trouvé que c'était très à la fois courageux et honnête, parce que, bon, on le sait dès qu'on s'intéresse un peu à ces questions, mais on a eu tellement 15 ans de communication de Dassault qui expliquait que c'était un avion imbattable et que finalement, si les autres Européens n'achetaient pas le Rafale, c'était parce que c'était que des traîtres qui étaient prêts à se soumettre et des jaloux qui étaient prêts à se soumettre au F-35. Et là, on a noir sur blanc une étude par des gens qui savent ce dont ils parlent et qui disent bien que, en fait, il y avait un ensemble d'enjeux capacitaires que le Rafale ne peut pas compenser et que le F-35, en l'occurrence, compensait. Alors, notamment la question de la furtivité, puisque le F-35 est fait pour, le Rafale n'est pas fait pour, ce qui noterait en fait que le Rafale est un super avion et a été super pour tout un tas de trucs qu'on lui a demandé de faire pendant 2 décennies, et il se vend toujours très bien pour un certain nombre de trucs. Il se trouve que, puisque c'est le titre de l'étude, la supériorité aérienne en haute intensité, c'est-à-dire si on n'a pas de la contre-insurrection en face, si on a les défenses anti-aériennes chinoises ou russes, qui eux non plus sont pas des peintres en bâtiment, qui progressent, et d'ailleurs c'est marqué noir sur blanc sur l'étude, progressent beaucoup plus vite que les capacités occidentales offensives. Le F-35, c'est bien furtif. Le Rafale ne l'est pas du tout. Donc c'était super d'avoir un super F-16 fait en France, mais en fait c'est pas suffisant, et je trouvais que c'était très honnête et courageux de la part de l'IFRI de l'écrire noir sur blanc, parce que c'est à partir de ce genre de discours de vérité qu'on peut avoir une véritable discussion sur nos modèles capacitaires, nos modèles industriels, et finalement qu'est-ce qu'on est prêt à payer ou à pas payer pour notre défense. Donc bravo à cette étude. Parce que rappelons pareil, on le disait récemment la semaine dernière dans un épisode sur les frappes à longue portée, toutes les capacités françaises de frappe à longue portée dépendent beaucoup du Rafale, parce que c'est le Rafale qui porte les scalps. Et donc si on n'admet pas, mais si on réfléchit au fait que le Rafale ne va pas passer partout tout le temps, eh ben, les capacités françaises de frappe à longue portée, elles ont des gros points d'interrogation qui vont autour. Acheter des F-35, ça pose aussi d'autres gros points d'interrogation pour plein d'autres raisons qu'on a évidemment exposées aujourd'hui. Moi, c'est plutôt un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour le budget de l'État, puisqu'il n'y en a pas en France, en tout cas à l'heure où on parle, donc lundi 3 février. Voilà, ça fait un bon mois. Alors, et puis c'est pas comme si on l'avait pas vu venir. Donc,
alors certes, on n'est pas sur un shutdown à l'américaine comme ça a lieu périodiquement quand ils n'arrivent pas à s'entendre pour relever le plafond de la dette, ni comme là quand Trump a plus ou moins demandé à tout le monde de démissionner rapidement. Donc c'est moins visible, mais c'est quand même très réel. L'État ne peut pas engager de nouvelles dépenses, alors ça met beaucoup de gens dans la merde, des associations, tous des contractants, etc. Ça pose aussi pas mal de problèmes, disons-le, pour un certain nombre de programmes d'armement, parce qu'on a du mal à dégager les crédits, à les engager. Par exemple, le porte-avions de nouvelle génération, en fait, ça pose plein de questions. Il faut commencer à investir du pognon maintenant. Et tant qu'on n'a pas de budget pour tout un tas de segments, c'est un gros problème. La limite de ça, c'est que c'est politique, c'est bien normal, c'est au Parlement de voter le budget, et il n'y a rien de plus politique que le budget de l'État, donc voilà, mais il y a quand même une petite impression que tout le monde est en train de jouer avec ça, qu'il n'y a pas une sorte de sens commun qui forcerait les gens à négocier vraiment et de bonne foi, puisqu'on n'a pas de culture de coalition, entre un exécutif qui pense qu'il n'a rien à céder et des oppositions qui pensent qu'ils peuvent tout avoir parce qu'ils peuvent bloquer les choses. Donc voilà, c'est juste le constat qu'il y a un apprentissage ou un réapprentissage du parlementarisme après un demi-siècle de gaullisme qui va être nécessaire. Et ça va mettre du temps, un temps dont je ne suis pas certain qu'on l'ait. Donc il n'est pas question de plaider pour un retour vers la monarchie républicaine de la 5e traditionnelle, mais au contraire, voilà, il serait peut-être temps de grandir, pour citer le poète. Et de se mettre à avoir une sorte de culture de l'État commune, au moins parce qu'il y a des choses à sauver et des choses absolument indispensables. Peut-être, Rim, un coup de gueule, vous aviez ? Ah oui, j'ai un coup de gueule, bien sûr, pour un mastodonte de la diplomatie allemande qui s'appelle Wolfgang Ischinger, qui en fait a géré la conférence de Munich pour la sécurité, qui est un passage obligé annuel pour tous les professionnels de la matière. Et en fait, il était à Davos il y a quelques semaines, et à la question de est-ce que les Européens devraient, dans le cadre de garanties de sécurité robustes, envoyer des troupes européennes au sol en Ukraine après un cessez-le-feu, il a répondu que ça n'était pas possible, qu'il fallait arrêter de diviser les alliés de l'OTAN, que déployer des troupes européennes sans une garantie explicite publique des Américains qu'ils voleraient au secours des pauvres Européens si jamais les Russes les attaquaient, que c'était pas possible. Et donc, en fait, ce qu'il suggère, c'est au contraire que les Chinois, les Indiens, les Indonésiens, eux, envoient leurs troupes en Ukraine. Donc, je récapitule. Un diplomate de carrière, qui est aujourd'hui à la retraite allemand, dit que les Européens, en 2024-2025, n'ont pas la capacité de défendre un territoire européen comme des grands tout seuls, sans papa américain. Mais par contre, les Chinois, les Indiens ou les Indonésiens, eux, ils ont la capacité de le faire en Europe sans problème, à 100 000 lieues de chez eux. Franchement, quand on entend un discours pareil et qu'on est trumpiste, on se dit vraiment ces Européens, ce sont des losers et on veut rien avoir avec eux, donc ça n'aide pas les Européens. Et deuxièmement, ça ne fait que encourager les adversaires de l'Europe à venir attaquer les Européens et les affaiblir plus qu'ils ne le sont déjà. Ouais, le segment du front qu'on confierait aux Chinois face aux Russes, je suggère de bien garder un œil dessus quand même, on ne sait jamais ce qui peut s'y passer. Olivier, je ne peux pas dépasser ça. Moi, je vais peut-être terminer par un coup de cœur pour un article de ce matin, du lundi 3 février, de Caporal Stratégique, qui est donc le site parodique français, une sorte de Gorafi de la défense, qui résume assez bien, je pense, la situation dans laquelle on est. Je cite: l'armée française espère compter sur le soutien américain habituel en cas de guerre contre les USA. Il me semble que ça résume bien les choses. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.